Bienvenue à vous qui avez décidé de nous écouter et de prendre part à ce nouveau voyage de l'esprit. Alors dans cet épisode un peu spécial, ce n'est pas Willy, mais bien moi qui vais vous emmener au-delà des possibles grâce à l'imaginaire. Et je vous invite à écouter ce podcast tranquillement, sous un plaid à côté d'une cheminée, idéalement, pour tout simplement rêver, s'émerveiller, non loin du sapin et des cadeaux. Et je voulais prendre ce temps et ce moment particulier que sont les fêtes de fin d'année, symbole de beaucoup de choses, de renouveau, de nouveaux cycles, de fêtes bien sûr, et puis si vous en avez l'occasion, de s'émerveiller un peu plus de l'extraordinaire chance d'être là, et donc de fêter plus intensément encore cette année passant. Parce que finalement, qu'est-ce que ça représente une nouvelle année ? Pourquoi est-ce qu'on fête ça d'ailleurs, une nouvelle année ? Eh bien ça, on le doit un petit peu à César, qui a décidé, comme ça, que le 1er janvier serait le jour de la nouvelle année. Janvier qui vient de Janus d'ailleurs, qui est le dieu du renouveau. Et cette idée de renouveau, ce n'est pas anodin, parce que tout recommence. Au-delà du symbole, la Terre, notre maison, aura effectué, le jour du 1er janvier, un tour complet autour du Soleil, et sera au même point que le 1er janvier de l'année passée. Et le cycle que vous connaissez tous depuis votre naissance, ce cycle qui nous paraît éternel, va se perpétuer et recommencer. Les jours vont se rallonger, les températures petit à petit remonter, et la vie, les plantes, les fleurs, vont reprendre des couleurs. Mais finalement, on pourrait se poser la question, pourquoi d'ailleurs ? Pourquoi ce cycle ? Pourquoi ces saisons ? Pourquoi ces différences de température, de soleil ? Alors, beaucoup de gens pensent que ça vient du fait que la Terre est plus proche du Soleil pendant l'été et qu'elle s'éloigne pendant l'hiver. Et peut-être que vous le croyez aussi, en tout cas ce n'est pas vrai malheureusement. En fait, pour être exact, la Terre est plus proche du Soleil en janvier, donc c'est vous dire à quel point c'est faux. En fait, la distance entre la Terre et le Soleil n'a pas d'effet sur les saisons. Les saisons changent en raison de l'inclinaison de la Terre et du mouvement de la planète, de la Terre, autour du Soleil. La Terre va tourner autour d'un axe. Sauf que cet axe, cette ligne imaginaire qui va du pôle Nord au pôle Sud, eh bien il n'est pas totalement vertical. Il est incliné un tout petit peu, à 23,5 degrés exactement. Et cet axe penche, plus ou moins, dans la même direction que son orbite autour du Soleil. Mais qu'est-ce que ça a à voir, l'axe d'inclinaison de la Terre, avec les saisons ? Eh bien ça veut dire que selon les moments de l'année, différentes parties de la planète sont inclinées vers le Soleil. Et c'est aussi pour cette raison que les saisons diffèrent selon les régions du globe. Et cet axe de 23,5 degrés, il oscille, tantôt vers le Soleil, tantôt en s'éloignant du Soleil. Et donc de mars à septembre, c'est l'hémisphère nord qui est incliné vers le Soleil. Et c'est à ce moment-là que la moitié nord de la Terre connaîtra le printemps et l'été. Et puis à l'opposé, donc, ce sera l'automne et l'hiver dans l'hémisphère sud pendant ces mêmes mois. Et alors une chose qui est aussi fascinante quand on y réfléchit, c'est que les autres planètes du système solaire aussi ont des axes d'inclinaison et donc ont de fait des saisons. Sauf que ces saisons ne durent pas du tout les mêmes temps et n'ont pas du tout la même intensité d'une planète à une autre. Car les autres planètes du système solaire aussi ont un axe de rotation plus ou moins grand et qui varie plus ou moins vite. Sur la Terre, donc, les saisons comptent entre 90 et 93 jours. Par comparaison, les saisons sur Vénus durent 50 à 58 jours. Les saisons sur Mars, elles, changent environ tous les 6 mois. Et l'été compte à peu près 200 jours et l'hiver 146. Et alors quand on part dans les planètes gazeuses, sur Saturne, imaginez-vous, les saisons durent environ 7 ans. Et si vous viviez sur Neptune, il faudrait attendre plus de 40 ans avant de voir un changement de saison. Mais au-delà de la Terre et de ces saisons qui sont faites de cycles qui nous semblent perpétuels, il y a bien quelque chose qui paraît pourtant inchangé, c'est bien le ciel nocturne. Et je vais vous raconter une anecdote personnelle, je me suis fait moi-même cette réflexion car j'ai depuis peu changé de continent en déménageant au Canada il y a quelques jours. Et donc je me retrouve là, il y a une semaine, dans ce pays si différent, à l'autre bout du monde, la nuit, et soudainement, je retrouve quelque chose qui m'est familier, c'est cette chère grande ours. Et puis, telle ou telle constellation, et puis telle ou telle étoile, et puis telle planète, Jupiter, Saturne. Et j'ai retrouvé cette sensation de découverte des premières fois. Je me suis rendu compte
de l'universalité de notre ciel. Peu importe les civilisations, peu importe les âges, il nous apparaît toujours, à peu près, en tout cas similaire, et toujours au même endroit. Les planètes sont au même endroit, à la même place que celles observées par des siècles et des siècles de civilisations qui nous ont précédés, comme englobées par cette immensité qui nous semble immuable. Une autre chose que vous avez peut-être remarqué en regardant le ciel, par exemple un soir d'été avec des amis, c'est que tout à coup, lorsque on prend le temps de regarder ce ciel, les conversations cessent, on se met soudain à chuchoter. Tiens, oh, regarde celle-là comme elle brille. Oh, et regarde ça, c'est une planète ou un satellite, tu crois? Et alors, je me suis posé la question, et ce n'est pas que pour ne pas réveiller les voisins, vous ferez l'expérience, même en pleine campagne, où il n'y a personne à la ronde, et bien lorsque les gens se mettent à parler du ciel ou à le contempler, doucement, les voix se font de plus en plus ténues, presque chuchotées, comme dans une église, comme ébahis, impressionnés par le poids de cette demi-sphère qui nous enveloppe, et de fait avec le poids de cette interrogation qui naît et qui nous confronte à notre peur sans doute la plus profonde, qu'est-ce qu'on fait là? Quelque chose d'amusant à faire, si vous avez l'occasion, et que le ciel le permet bien sûr, en cette période, même s'il fait un peu froid, je vous invite à le faire, prenez un stylo et pointez-le en tendant votre bras vers une région du ciel, n'importe laquelle, et même s'il n'y a pas d'étoiles. Et bien dans cette portion du ciel occultée par la pointe de votre stylo, il y a 35 000 étoiles, rien que dans notre galaxie. Ça donne le tournis. Mais même si ce ciel nous semble immuable, inchangé, perpétuel, eh bien cette sphère des fixes, comme on l'appelle, on en avait déjà parlé, finira par bouger à l'échelle des temps cosmiques sur des millions d'années. Parce que les étoiles elles-mêmes sont situées à des endroits différents dans la Voie lactée, et donc avec des vitesses différentes. Et notre Soleil lui-même tourne à une certaine vitesse autour de la Voie lactée. Et tout ça fait que, sur des millions d'années, la position des étoiles n'est pas fixe. Vous l'aurez compris donc, bien que certaines choses nous paraissent immuables, perpétuelles, eh bien, finalement, tout est éphémère. Et comme on le disait dans l'épisode sur la thermodynamique, tout tend indubitablement vers le désordre. Et nous ne sommes finalement qu'à un instant donné, un battement de cils sur l'échelle des temps du sillage de l'univers. Alors, c'est le moment peut-être d'être un peu plus indulgent avec soi-même, et dites-vous que, eh bien, si vous ne tenez pas vos bonnes résolutions pour l'année prochaine, que vous avez peut-être un peu pris du poids pendant les fêtes, à l'échelle cosmique, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment pas grand-chose. Vous pouvez peut-être souffler un petit peu. Mais, alors là, vous pourriez vous dire, bon, il nous dit ça, c'est un petit peu déprimant quand même, de se dire qu'on est éphémère, qu'on n'est rien du tout, qu'on est minuscule. Non, au contraire, c'est l'occasion de fêter cette singularité, cette chance que nous avons parmi tout ce chaos cosmique, d'être là, suffisamment développé et d'avoir la conscience de se rendre compte de cette chance. Et par la même occasion, se dire que nous sommes les seuls représentants jusqu'à l'heure actuelle de la vie dans l'univers, et que donc il faudrait peut-être, eh bien, la protéger. Et qu'il y a bien quelques projets titanesques de quelques grands entrepreneurs pour coloniser Mars, tout ça, vous en avez entendu parler. C'est des très beaux projets, mais malheureusement, je vais peut-être briser un peu de vos espoirs, mais cela ne concerne que quelques milliers de personnes. Et pour vivre dans quelles conditions? Eh bien, à travers des combinaisons, dans des bunkers spatiaux, à l'abri des radiations. Alors imaginez-vous, vous avez sans doute eu du mal à rester confiné 2 mois chez vous. Alors imaginez là-bas, où ce genre de vie serait finalement le quotidien. Et puis quant à l'idée de terraformer tout ça, Mars, pour créer une atmosphère, recréer des océans, etc. Bon, alors là, on est sur du fantasme. Alors je ne dis pas que ce n'est pas bien d'y aller, de vouloir y aller, sur un plan scientifique. Mais malheureusement, une planète qui permette de nous accueillir aussi bien, avec des températures aussi clémentes, avec de l'eau, avec un bouclier magnétique qui nous protège, eh bien il n'y en a qu'une, et la plus simple, c'est le vaisseau Terre, tout simplement. Tiens, d'ailleurs, c'est encore un autre mot, le vaisseau Terre. Oui, car la Terre, c'est un gros vaisseau spatial. Et comme tout vaisseau spatial, il est en mouvement. Sans que vous vous en aperceviez, la Terre tourne autour d'elle-même à une vitesse de 1600 km/h. C'est déjà pas mal. Mais ne nous arrêtons pas là. La Terre tourne également autour du Soleil, vous le savez, à une vitesse de 107 km/h. Mais ça encore, c'est rien du tout. Parce que
Notre système solaire tout entier tourne autour du centre de notre Voie lactée. Le Soleil et donc tout le système solaire tourne à une vitesse hallucinante autour de la Voie lactée à 650 000 km/h. Mais c'est pas encore fini. Parce qu'au-delà, les galaxies entre elles bougent et s'influencent mutuellement dans un amas local dont nous faisons partie qui s'appelle tout simplement le Grand Amas Local. Et notre galaxie, eh bien elle fonce actuellement vers une autre galaxie que vous connaissez qui s'appelle la galaxie d'Andromède et avec laquelle nous fusionnerons dans 4 milliards d'années. Et elle fonce à une vitesse hallucinante de 2,3 millions de km/h, c'est-à-dire 630 km par seconde. Donc sans même bouger de votre fauteuil, et bien qu'il soit difficile de voyager sur Terre en ce moment, eh bien vous pouvez avoir la consolation de vous dire que le vaisseau Terre, et vous-même, de fait, voyagez à travers l'espace à une vitesse de 630 km par seconde. C'est pas mal, non? Alors du coup, cette année, plutôt que de vous dire que c'est le nouvel an, dites-vous que nous sommes là où la Terre se trouvait dans la galaxie il y a 200 millions d'années, soit avant même l'apparition des dinosaures. Une autre anecdote intéressante d'ailleurs, en parlant des dinosaures, c'est que pour beaucoup d'espèces comme le stégosaure, qui est apparu il y a 155 millions d'années, les iguanodons ou les gigantosaures qui ont émergé entre 150 et 100 millions d'années, eh bien cette date de 100 à 150 millions d'années, c'est à peu près la moitié du temps qu'il faut au système solaire pour faire un tour complet de la galaxie. Donc on peut dire finalement que les dinosaures sont apparus et ont évolué à l'autre bout de la galaxie. Et c'est grâce à ce genre d'analogie que nous nous rendons compte à quel point nous ne sommes qu'un battement de cils, comme je l'ai dit, à l'échelle des temps cosmiques. Et que de chemin parcouru, parce que il y a seulement 100 ans, 150 ans, eh bien nous ne savions même pas que d'autres galaxies existaient. Pour nous, l'univers s'arrêtait à la Voie lactée. Et la théorie de la relativité, de la physique quantique, tout ça n'en était qu'à leur début. Mais même déjà avant ça, les questions qui nous passionnent encore existaient déjà. Je voudrais vous citer Camille Flammarion, qui se posait déjà ces grandes questions qui nous habitent encore aujourd'hui dans son livre qui s'appelle « Habitabilité des mondes », écrit au XIXe siècle et qui dit « Ah, si notre vue était assez perçante pour découvrir là où nous ne voyons que des points brillants sur un fond noir du ciel, les soleils resplendissants qui gravitent dans l'étendue et les mondes habités qui les suivent dans leur cours. S'il nous était donné d'embrasser sous un coup d'œil général ces myriades de systèmes solaires, et si, nous avançant à la vitesse de la lumière, nous traversions pendant des siècles ces nombres limités de soleils et de sphères, sans jamais rencontrer nul terme à cette immensité prodigieuse où Dieu fit germer les mondes et les êtres, retournant notre regard en arrière, mais ne sachant plus vers quel point de l'infini retrouver ce grain de poussière que l'on nomme la Terre. Nous nous arrêterions fascinés et confondus par un tel spectacle. Et unissant notre voix au concert de la nature universelle, nous dirions du fond de notre âme, Dieu puissant, que nous étions insensés de croire qu'il n'y avait rien au-delà de la terre, et que notre séjour avait seul le privilège de refléter ta grandeur et ta puissance. Voilà ce que disait Camille Flammarion et se posait déjà ces questions des possibles mondes habités et habitables. Mais ces questions que nous nous posons encore, eh bien, peut-être que bientôt, nous aurons certainement même des éléments de réponse supplémentaires. Car face à ces interrogations du fond des âges, la NASA, l'Agence spatiale canadienne et puis l'ESA va envoyer le plus grand télescope spatial jamais déployé, le James Webb Telescope, qui devrait partir ou qui est peut-être déjà parti depuis 1 ou 2 jours selon la date de diffusion du podcast. Il partira, ou il est parti en tout cas de la base de Kourou en Guyane à bord d'une fusée française reconnue pour sa fiabilité. Et pour vous donner une idée de sa taille, c'est facile, c'est celle d'un terrain de tennis. Alors bien sûr, il ne part pas déployé, il est plié à la manière d'un origami et puis il se déploiera dans l'espace petit à petit. Mais même comme ça, il mesure et pèse environ la taille et le poids d'un bus scolaire. Alors ce qu'il y a d'intéressant avec ce télescope, c'est qu'il n'orbitera pas, comme vous l'imaginez, un petit peu autour d'une autre planète, comme les satellites le font. Il ira se positionner à un point très précis, à 1,5 million de kilomètres, soit quand même 4 fois la distance Terre-Lune, sur un point qu'on appelle le point de Lagrange L2. Alors ces points sont assez magiques, parce que si vous prenez 2 corps qui orbitent l'un autour de l'autre, comme c'est le cas de la Terre et du Soleil, eh bien vous en aurez toujours 5. Et ces points sont un peu complexes, mais simplement,
Ces points sont des points d'équilibre où les forces centrifuges et les forces gravitationnelles des deux astres s'annulent, s'équilibrent. Et donc si on met un corps ici, sur un de ces points, il va se mettre en résonance et va se mettre à suivre naturellement l'orbite de l'astre sans avoir besoin de carburant ou de corriger sa trajectoire. Donc le télescope Webb se mettra à ce point de Lagrange L2 et va suivre tout simplement le mouvement de la Terre sans qu'aucune aide ne lui soit nécessaire. Alors le télescope James Webb, qu'est-ce qu'il va faire? Il va capter la lumière infrarouge, imperceptible par l'œil humain, pour permettre d'étudier toutes les phases de l'histoire du cosmos. Comme vous le savez, plus on peut voir loin, plus on peut remonter dans le temps, parce que si on regarde un objet qui se situe par exemple à 1000 années-lumière, eh bien ce n'est pas l'astre en direct que nous observons, mais son image, 1000 ans en arrière, le temps que sa lumière nous parvienne. Eh bien Webb, telle une machine à remonter le temps, pourra scruter le passé, pour y observer les anciennes lueurs de l'aube de l'univers, précédant même la période explorée par le télescope actuel qui s'appelle Hubble. Et grâce à son grand miroir, le plus grand jamais envoyé dans l'espace, et à ses instruments très sensibles, les scientifiques vont pouvoir obtenir des indices importants sur certains grands mystères de cette ère, du tout début de l'univers, à 13, quelque chose milliards d'années. Mais la puissance du télescope, eh bien, va aider aussi les scientifiques à découvrir d'autres mondes, comme des exoplanètes, et en apprendre davantage sur le cycle de vie des étoiles, et à dresser un portrait fascinant de l'aube de l'univers et à observer l'évolution des galaxies en temps réel. Et donc, je vous l'ai dit, ce qui fait sans doute peut-être le plus rêver, c'est que Webb permettra aux scientifiques d'étudier d'autres systèmes solaires à un niveau de détail inégalé. Il aidera à déterminer de quels éléments ces planètes sont constituées et à révéler si, sur ces mondes, les conditions sont favorables à la vie. Et alors le télescope pourrait même détecter des signes de vie extraterrestre qui s'appellent donc des biosignatures. Alors qu'est-ce que c'est les biosignatures? C'est tout simplement que le télescope va être capable d'analyser la composition de l'atmosphère de ces planètes. Si loin, ces planètes situées à pourtant des dizaines, des milliers d'années-lumière, eh bien ce télescope sera capable d'en analyser la composition de leur atmosphère. Et du coup, s'il trouve certains gaz comme l'ozone, l'oxygène, le méthane, dans des proportions très spécifiques, eh bien elles ne peuvent être expliquées que par la présence de vie. Et donc, en déduction, on pourra annoncer que la vie s'est développée sur une autre planète sans pour autant l'avoir vue. Et puis pourquoi pas la vie intelligente? Parce que notre espèce, à cause de la pollution, malheureusement, produit certains gaz qui sont facilement identifiables, même en très petite quantité dans l'atmosphère, et qui ne peuvent pas être produits naturellement. Si certains de ces composés étaient détectés par le James Webb Telescope sur une autre planète, alors la question de la découverte d'une vie intelligente se poserait. Aussi, ces jours que nous vivons sont historiques, parce que, avec l'envoi de ce télescope, la réponse à cette question, sommes-nous seuls dans l'univers, pourrait bien être levée d'ici aux prochaines années, de notre vivant. Quelle chance nous avons de pouvoir assister à cela. La question de l'apparition de la vie, c'était une question qu'avait abordée Willy dans le dernier épisode, rappelez-vous, où il concluait en nous expliquant un principe nommé le principe anthropique fort, qui nous dit que les constantes fondamentales de l'univers ont une valeur si précise et si parfaite pour l'émergence de la vie que cela ne peut être du hasard. Si vous changez une de ces valeurs, même de l'ordre du 0,000 après la virgule, eh bien les étoiles, les galaxies et donc la vie auraient été impossibles. Alors bien sûr, de nombreux scientifiques tentent de trouver des explications à ça. Et il y en a une, bien sûr très spéculative, avec beaucoup de peut-être, et c'est cette théorie que je trouve assez amusante et que je vais vous raconter. Cette théorie, c'est la théorie de la sélection naturelle cosmologique. L'idée, c'est de se dire, il existe une théorie, encore une fois, non démontrée aujourd'hui, qui dit qu'à l'intérieur d'un trou noir se créerait un nouvel univers. La naissance d'un trou noir dans notre galaxie serait donc le Big Bang dans ce nouvel univers. On serait de fait dans un multivers en forme de grappe de raisin, où chaque trou noir va engendrer un nouvel univers. L'hypothèse, c'est que lors de la création de ce trou noir et donc de ce nouvel univers, hop, nos constantes physiques changeraient un tout petit peu, aléatoirement, comme ça, à cause des conditions extrêmes
à l'intérieur de ces trous noirs. Le nouvel univers démarrerait ainsi sa vie avec des constantes de départ qui sont différentes des nôtres. Et donc, si ces constantes sont mauvaises, entre guillemets, et ne permettent pas de créer des trous noirs, alors le nouvel univers n'engendrera pas à son tour de trous noirs. Et donc sa lignée s'arrêtera là. Et vous comprenez l'idée d'évolution, c'est un peu comme une sorte d'arbre généalogique et de sélection naturelle cosmique. Les univers où tout va bien, les constantes sont les bonnes et permettent l'apparition de trous noirs, vont être capables de, à leur tour, créer des trous noirs et donc créer de nouveaux univers et donc de transmettre leur valeur de ces constantes à leur descendance, entre guillemets, leur univers enfant. Et les mauvais univers, ceux qui n'ont pas eu les bonnes constantes, sont stériles et donc ils ne pourront pas créer à leur tour de nouveaux univers avec ces mêmes constantes qui sont mauvaises. Et donc génération après génération, les constantes vont s'affiner pour arriver à un univers qui va être parfaitement calibré avec les constantes idéales. Mais alors là, vous allez me dire quel rapport avec la vie ? Eh bien, les conditions d'apparition des trous noirs, finalement, sont étroitement liées à celles de l'apparition de la vie. Parce que qui dit trou noir, dit étoile. Certaines étoiles, catégories d'étoiles vont exploser et s'effondrer sur elles-mêmes pour créer des trous noirs lorsqu'elles arrivent en fin de vie. Et donc, qui dit étoile, dit aussi planète. Et donc peut-être la vie. Voilà qui finit de normalement vous étourdir un petit peu, parce que face à cette immensité de questions et de possibilités infinies. Alors déjà, je viens de vous apprendre que vous voyagez à 2 millions de km/h, en fonçant droit vers une autre galaxie dans laquelle on va rentrer dedans, et maintenant je vous dis que nous sommes peut-être un univers parmi d'autres univers issus de la sélection naturelle des trous noirs. Alors là, je pense que ça fait déjà pas mal d'informations et je pense que je vais vous laisser un peu de temps pour digérer tout ça. Mais avant, j'aimerais terminer ce podcast sur une citation assez célèbre d'un vulgarisateur tout aussi célèbre qui s'appelle Carl Sagan et qui a écrit un texte qui accompagnait une photo de la sonde Voyager. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs sur internet. C'est une photo que la sonde a prise de la Terre depuis les confins du système solaire. Et donc sur cette photo, la Terre nous apparaît comme un tout petit point bleu au milieu de l'espace. Et donc c'est une assez belle leçon d'humilité, et voici ce qu'il dit. Regardez encore ce petit point bleu. C'est ici, c'est notre foyer, c'est nous. Sur lui se trouvent tous ceux que vous aimez, tous ceux que vous connaissez, tous ceux dont vous avez jamais entendu parler, tous les êtres humains qui aient jamais vécu. Toute la somme de nos joies, de nos souffrances, des milliers de religions aux convictions assurées, d'idéologies aux doctrines économiques, tous les chasseurs et cueilleurs, tous les héros ou tous les lâches, tous les créateurs ou les destructeurs de civilisations, tous les rois et tous les paysans, tous les jeunes couples d'amoureux, tous les pères et mères, tous les enfants pleins d'espoir, les inventeurs et les explorateurs, tous les professeurs de morale, tous les politiciens corrompus, toutes les superstars, tous les guides suprêmes, tous les saints et pécheurs de l'histoire de notre espèce ont vécu ici, sur ce grain de poussière suspendu dans un rayon de soleil. La Terre est une toute petite scène dans une vaste arène cosmique. Songez aux fleuves de sang déversés par tous ces généraux et ces empereurs, afin de nimber de triomphe et de gloire, ils puissent devenir les maîtres temporaires d'une fraction de ce point. Songez aux cruautés sans fin imposées par les habitants d'un recoin de ce pixel sur d'indistincts habitants d'un autre recoin de ce pixel. Comme ils peinent à s'entendre, comme ils sont prompts à s'entretuer, comme leur haine se fermente, nos postures, notre propre importance imaginée, l'illusion que nous avons quelques positions privilégiées dans l'univers sont mises en question par cette image de ce point de lumière pâle. Notre planète n'est qu'une infime tache solitaire enveloppée par la grande nuit cosmique. Dans notre obscurité, dans toute cette immensité, il n'y a aucun signe qu'une aide viendra d'ailleurs pour nous sauver de nous-mêmes. La Terre est jusqu'à présent le seul monde connu à abriter la vie. Il n'y a nulle part ailleurs, au moins dans un futur proche, vers où notre espèce pourrait migrer. Visiter, oui. S'installer, pas encore. Que vous le vouliez ou non, pour le moment, c'est sur la Terre que nous prenons position. On a dit que l'astronomie incite à l'humilité et fortifie le caractère. Il n'y a peut-être pas de meilleure démonstration de la folie des idées humaines que cette lointaine image de notre monde minuscule. Cela souligne notre responsabilité à cohabiter plus fraternellement les uns avec les autres et de préserver et chérir ce point bleu pâle, la seule maison que nous ayons jamais connue. Voilà, c'est donc sur ces questionnements, sur
j'espère ces nouvelles perspectives, de nouvelles façons de voir le monde, que je vous invite à passer de bonnes fêtes. Et je vous dis donc à l'année prochaine pour de nouveaux épisodes de Poussière d'étoiles.